L'élection canadienne de 2025, c'était bien plus qu'une simple question de politique intérieure. Non, c'était une véritable bataille pour l'identité de la nation, prise en étau par son puissant voisin américain. Et tout part de là, de cette petite phrase attribuée à Donald Trump qui a mis le feu aux poudres. En un instant, elle a planté le décor. On ne choisissait plus seulement un gouvernement, on se battait pour l'existence même du Canada. D'un coup, les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Alors la grande question, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Comment une élection, somme toute classique, se transforme en une lutte pour la survie d'une identité nationale? C'est ce qu'on va essayer de démêler en voyant comment les pressions externes et les fractures internes se sont télescopées. Ok, voici le programme. On va d'abord regarder la pression venue du Sud, ensuite on explorera l'image du Canada comme terre d'accueil avec ses contradictions, puis on se penchera sur la voix des Autochtones, la question du Québec et bien sûr l'incontournable effet Trump. Et on finira en se demandant si tout ça a forgé une nouvelle identité canadienne. Allez, on plonge dedans. L'ambiance politique de 2025, il faut le dire, était complètement inédite. L'ombre des États-Unis planait sur absolument tout. Et au final, la seule question qui comptait pour les candidats était « Qui a les épaules assez larges pour protéger le pays d'une menace existentielle ?» Et pour bien saisir la crise de 2025, il faut regarder un peu en arrière. L'identité canadienne, c'est un peu deux visages. D'un côté, l'idéal d'ouverture, la terre d'accueil, et de l'autre, une réalité bien plus complexe, disons plus nuancée. C'est ce grand écart historique qui a littéralement explosé pendant la campagne. Et là, le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a la carte postale, le Canada refuge, le pays du hashtag Bienvenue au Canada de Trudeau. Bref, l'image d'un État presque post-national. Et de l'autre côté, on a les faits, les chiffres bruts. Les peuples autochtones et les minorités visibles, qui sont pourtant au cœur de cette belle histoire, sont justement ceux qui se méfient le plus des institutions électorales. C'est pile dans cette faille entre le mythe et la réalité que toute l'élection s'est jouée. Alors, commençons par le premier peuple fondateur de ce nouveau récit national, les Autochtones. Leur parcours, de l'invisibilité politique à une reconnaissance comme pilier de la nation, est vraiment la clé pour comprendre la nouvelle identité canadienne qui se dessine. Il faut bien réaliser ce que ça veut dire. Avant 1960, pour avoir le droit de voter, il fallait littéralement renoncer à son identité, à son statut d'Indien. On imagine le traumatisme, la cicatrice que ça laisse. Cet héritage colonial, cette impression d'avoir affaire à un système qui n'a pas été fait pour eux, tout ça explique pourquoi, encore aujourd'hui, le lien avec la politique est si compliqué et la participation si faible. Et ces chiffres, ils sont plus que parlants. L'écart de participation est énorme entre les Autochtones qui vivent dans les réserves et ceux qui vivent en dehors. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le reflet direct d'obstacles très concrets, l'isolement géographique, les barrières structurelles et cette relation historiquement fracturée avec l'État. Et là, attention, c'est le moment clé, la phrase de Marc Carney. Ça peut sembler être juste une formule, mais en réalité, c'est une véritable révolution idéologique. On abandonne l'idée d'un Canada post-national à la Trudeau pour affirmer que le pays repose sur un roc de 3 peuples. C'est une manière de construire un bouclier identitaire, solide, ancré dans l'histoire, à la fois pour faire face à la menace américaine et pour, enfin, inclure les Autochtones dans le récit national. Après les Autochtones, le deuxième pilier de cette nouvelle vision, le Québec. En tant que minorité linguistique, sa position est unique, et ses inquiétudes culturelles sont, depuis toujours, un moteur électoral surpuissant. En fait, pour comprendre la politique québécoise, il faut comprendre qu'elle est traversée par une angoisse fondamentale. La peur que la langue française recule, notamment à cause de l'immigration gérée par Ottawa. Presque tout le reste découle de cette crainte. Et bien sûr, chaque parti a joué sur cette corde sensible. D'un côté, les libéraux de Carney ont agité le spectre américain en disant en gros « Attention, aux États-Unis, le français n'aurait absolument aucun droit, le fédéralisme vous protège ». Et de l'autre, le Bloc québécois qui a martelé son message habituel « Nous sommes les seuls vrais défenseurs du Québec, Ottawa est prête à nous sacrifier, il nous faut le contrôle total de notre immigration ». On en arrive maintenant à l'élément déclencheur, celui qui est tout fait basculer, l'impact direct, démesuré de l'administration américaine sur la campagne canadienne. C'était comme une tempête parfaite en 3 vagues. D'abord, les menaces d'annexion, qui ont provoqué un sursaut nationaliste immédiat. Ensuite, la guerre commerciale, qui a changé la question de l'élection. Ce n'était plus qui a le meilleur programme, mais qui est le plus costaud pour nous défendre. Et enfin, la crise des migrants à la frontière, un angle d'attaque en or pour l'opposition. Ces 3 pressions, ensemble, ont complètement changé la nature du débat. Et pour comprendre la suite, il faut connaître ce réflexe quasi universel en politique, l'effet de ralliement autour du drapeau. C'est simple. Face à une menace extérieure, le réflexe naturel, c'est de se serrer les coudes et de se ranger derrière le leader en place. On cherche la stabilité, la sécurité. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
D'un côté, Mark Carney a parfaitement joué le coup. Il s'est présenté comme le rempart, le capitaine d'expérience pour traverser la tempête, tout en prenant ses distances avec Trudeau pour incarner une forme de renouveau. De l'autre côté, Pierre Poilievre s'est retrouvé piégé. Son message sur l'économie et le coût de la vie fonctionnait, mais pour beaucoup, et surtout pour les retraités inquiets, sa proximité idéologique supposée avec Trump le disqualifiait. Face à la crise, on a préféré le capitaine expérimenté à celui qui ressemblait un peu trop au pirate. Bon, après une élection pareille, menée en quasi-état de siège, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'identité canadienne d'aujourd'hui? Ce graphique est assez fou. 85% des voix pour les deux grands partis. En fait, face à ce qui était perçu comme une menace existentielle, l'électorat a arrêté de magasiner et s'est réfugié vers les deux options jugées les plus solides. Tous les autres partis ont été quasiment balayés. C'est le symptôme d'une polarisation extrême. Donc la conclusion, c'est que cette élection a été un vrai tournant. Elle a peut-être sonné le glas de l'ère du Canada post-national, très ouvert sur le monde, pour faire naître une nouvelle identité, plus nationaliste, plus défensive, recentrée sur la protection de sa propre souveraineté et de son histoire à travers ce nouveau récit des trois peuples fondateurs. Et tout ça nous laisse avec une grande question en suspens. Est-ce que ce nouveau nationalisme canadien, né de la crise et de la peur, n'est qu'une réaction de défense passagère, une simple parenthèse ? Ou est-ce qu'on assiste, au contraire, à une transformation profonde et durable de ce que ça veut dire être canadien? Seul l'avenir nous le dira.